Bonjour à tous. Comme je vous ai annoncé aujourd'hui, je fais un direct toujours dans la continuité de la sensibilisation de notre communauté à cette pandémie qui est le coronavirus. Aujourd'hui, je vais recevoir le général Moké Silouboué, qui va nous donner son avis en tant que professionnel de l'armée par rapport à la présence de l'armée française dans le cadre de cette crise, la gestion de cette crise du coronavirus. Donc je vais laisser le temps à chacun d'entre vous de pouvoir partager cette vidéo, inviter vos amis autour de vous. La personne que l'on reçoit, c'est un Congolais, donc vraiment on est rentré dans cette démarche de recourir à des compétences congolaises pour sensibiliser notre population sur la gestion de cette pandémie qui a été, c'est l'OMS qui a déclaré cette épidémie comme pandémie parce que vu l'ampleur de la situation, de la contamination, voilà, donc n'hésitez pas à envoyer, à inviter vos amis pour découvrir le point de vue d'un militaire de notre communauté, un général. Voilà, avant de commencer, avant que je puisse l'appeler au téléphone, comme toujours, Bandeko, je vais juste observer une minute de silence en l'honneur de ceux de nos frères et sœurs qui sont dans des situations difficiles, qui sont décédés, qui sont dans des situations aussi de crise humanitaire, alimentaire, etc. Donc, juste une minute de silence, le temps que tout le monde un peu puisse se réunir et suivre ce que l'on va dire aujourd'hui. Merci. Voilà, Maton Domingui, pour ceux qui prennent le temps d'observer cette minute de silence en l'honneur de nos frères et sœurs qui sont plus là, qui sont dans la difficulté. Donc là, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va traiter de la crise de la pandémie du coronavirus en présence et en direct avec le général Moké Silouboué, qui est militaire congolais, pour qu'il nous donne son avis sur la présence de l'armée française dans la crise du coronavirus. Donc de suite, je l'appelle pour qu'il puisse nous donner son avis là-dessus. Oui, allô? Oui, bonjour général. Bonsoir plutôt. Oui, bonjour, bonsoir. Voilà, général, je vais faire une courte présentation sur qui vous êtes. Donc, vous avez été militaire dans l'armée française en 1990 et vous avez du coup participé à des opérations de l'OTAN, qui est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est une organisation politico-militaire mise en place au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et vous êtes diplômé en NBC, c'est-à-dire contre les menaces nucléaires, bactériologiques et chimiques comme arme de guerre, si je peux dire. Et pour cela, donc, vous avez eu l'occasion de commander une section militaire française pour lutter contre les armes chimiques, sachant qu'en plus, vous avez des super compétences parce que vous avez été recteur à l'université Kofi Annan. Donc en tout cas, c'est très gentil de votre part de venir nous donner votre avis sur la présence de l'armée française sur le territoire de France face à cette crise-là. Donc pour commencer, en fait, on a entendu Emmanuel Macron lors de son allocution répéter à plusieurs reprises: nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Il a à peu près répété 6 à 7 fois, il y en a qui parlent de 8 fois. Et du
du coup, on a également vu la présence de plusieurs convois militaires qui se sont déployés un petit peu sur le territoire. Donc, je voulais savoir quelle était, d'après vous, la nature de cette mission de l'armée française sur le territoire face à cette crise. Oui, écoutez, ce sont des interventions de l'armée, je peux dire, en temps de paix. C'est vrai que c'est une guerre, de manière qu'on en a parlé, mais c'est une guerre d'une autre catégorie. Donc, il y a des guerres militaires, vous avez des guerres non militaires. Donc, la confirmation que nous sommes dans une guerre plutôt non militaire a été donnée au Parlement français aujourd'hui. Donc, le gouvernement a demandé l'état d'urgence sanitaire, ce qui veut dire que l'ennemi auquel nous devons faire face, c'est un ennemi non militaire, en fait, un virus. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, selon le porte-parole d'Emmanuel Macron, Madame, alors j'ai toujours du mal à dire son nom, Ndiaye, je crois, elle disait que les photos qui circulent en ce moment sur Internet, qui montrent des convois militaires, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui ont dit que ces militaires étaient venus pour renforcer le confinement qui a été demandé par le gouvernement français. Donc, est-ce que l'armée arrive vraiment pour faire respecter le confinement en France? Bon, selon les communiqués de porte-parole de l'état-major de l'armée française, l'armée sera solidaire de la nation pendant cette période, mais pas sous la forme que nous croyons. D'accord. Donc, contrairement à la porte-parole du gouvernement, la ministre de la Défense, Madame Geneviève, la secrétaire d'État, elle pense que l'armée ne va pas intervenir pour empêcher les récalcitrants au confinement. D'ailleurs, ils ont parlé de confinement. Ça veut dire que les Français ne sont pas malades en réalité, quand ils sont confinés. D'accord. Donc pour l'instant, on peut dire que sur les territoires, les militaires n'ont pas vu la menace en tant que telle, sous la forme militaire. Voilà. C'est un confinement, c'est pas une quarantaine, nous ne sommes pas en quarantaine. La quarantaine, c'est pour les gens qui sont malades. Donc, je pense que les communiqués des armées, aussi bien le chef d'état-major par son porte-parole que la secrétaire d'État, ont précisé les types de contributions des armées françaises dans la lutte contre le coronavirus. Ce sera une contribution d'accompagnement. En fait, ce que les civils doivent savoir, que l'armée française est préparée depuis un siècle, depuis la guerre de 14, on y reviendra, à répondre à une attaque sur les territoires, par exemple, où l'ennemi armé physique que nous voyons utilise le virus ou les armes biologiques. L'armée est préparée plutôt à ça, nous ne sommes pas dans ces scénarios. Le virus n'est pas accompagné d'un ennemi physique sur les territoires. Donc, vraiment, c'est une guerre non militaire. D'accord. Donc, vous, en tant que, en plus, vous avez une spécialité, vous êtes congolais, vous avez une spécialité en matière d'armes nucléaires, biologiques, chimiques. Du coup, lorsqu'on avait un petit peu échangé avant notre rendez-vous aujourd'hui, vous aviez évoqué que normalement, dans la convention internationale, il est interdit pour les pays d'utiliser l'arme chimique, enfin les virus ou alors tout ce qui peut être arme biologique contre un pays. Donc, est-ce que vous pouvez juste nous donner un petit peu plus de précision là-dessus? Oui, il faut savoir que lors de la Première Guerre mondiale, 1914-1918, les armes chimiques ont été utilisées pour la première fois. D'accord, par des Allemands. Je vais donner le cas de la bataille de Ypres en Belgique, où plus de 15 000 Hollandais ont été gazés au gaz sarin. D'accord. Bon, et bien, il y a eu aussi, pendant la guerre des 14 et 18, l'utilisation pas seulement des armes chimiques, mais des armes bactériologiques. Alors, on connaît les épisodes de cette bataille des 14-18, de cette guerre, que tous les militaires de l'Europe racontent jusqu'à aujourd'hui, des générations en génération, où les militaires ont été contaminés avec les beriberi, donc une diarrhée qui rend les soldats inaptes au combat. D'accord.
Voilà, il est obligé d'aller aux toilettes, d'abandonner son fusil. D'accord. C'était, je pense, les premières armes bactériologiques à l'instar du coronavirus. Donc, depuis cela, toutes les armées, en tout cas de l'Occident, ont toujours entraîné les soldats et équipé leurs soldats pour pouvoir faire face éventuellement au recours ou à la présence des armes bactériologiques ou chimiques pendant une guerre. Donc l'armée française est beaucoup plus préparée à ça, comme toutes les armées d'Europe. Et depuis 1915 que ça a commencé, effectivement à Ypres en Belgique, toutes ces armes un peu particulières chimiques et bactériologiques ont obligé les armées à s'entraîner et à s'équiper. Et l'équipement a évolué depuis 1914 jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu l'occasion d'utiliser les équipements de l'avant-dernière génération. Donc, c'est dépasser les équipements que nous avons utilisés pour lutter contre les armes chimiques. Dans l'armée française, par exemple, on avait des équipements qui, effectivement, après la Première Guerre mondiale, qui interdisent le recours aux armes chimiques et bactériologiques. Et alors, ces conventions-là n'ont pas empêché qu'aujourd'hui, vous l'avez entendu, que des pays puissent toujours avoir des laboratoires P4. Alors, les laboratoires P4, ce sont des laboratoires où on manipule les microbes les plus dangereux, et donc il faut des licences internationales. Donc, ces laboratoires-là sont les seuls, parce que nous devons garder la surveillance, nous sommes des êtres humains. Nous devons surveiller les virus, les microbes, mais ces laboratoires P4, normalement, ont des statuts de laboratoires militaires. D'accord. Donc, voilà. Donc, nous avons des conventions qui interdisent l'usage, mais ce n'est pas parce qu'on interdit l'usage des armes chimiques et bactériologiques comme les virus que les virus vont disparaître. Les virus sont là. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, en 2020, l'armée française, par exemple en France, est la structure la plus préparée, la mieux adaptée, voilà, pour faire face à des attaques bactériologiques. Parce qu'ils ont entraîné depuis un siècle, dans tous les régiments, des sections spécialisées dont je faisais partie. J'ai eu les diplômes de NBC, au 3e corps d'armée. Voilà, je l'ai fait. Et je ne savais pas pourquoi on s'entraînait, madame. Mais 25 ans après, je me suis rendu compte que je ne prenais pas au sérieux ma formation. Parce que j'ai pensé que c'était juste un scénario d'entraînement. Qu'un virus pourrait venir, par exemple, nous contaminer tous, rien que par la toux ou par l'air. Je pensais que c'était juste des scénarios d'entraînement et de formation de forces spéciales. Et j'étais surpris d'apprendre qu'on va avoir un confinement. Oui, parce que vous, du coup, vous aviez déjà fait cet entraînement, puisqu'en plus, vous aviez encadré des militaires français dans le cadre d'entraînement pour en cas d'attaque chimique ou bactériologique. Oui, effectivement, il faut savoir que d'abord, à part nous qui avons les certificats, qui avons fait la formation pendant une année et tout ça, sur ça, vous avez tout soldat en Europe, en tout cas de l'OTAN, dans sa formation, a un module des maniements, des équipements en cas d'utilisation des gaz ou des armes comme les Corona ou des armes biologiques par l'ennemi. Donc, tout soldat qui vient faire ses classes, dans le premier mois ou disons dans le deuxième mois, il sera obligé de faire tout un chapitre sur la protection contre les armes bactériologiques. Donc, il faut savoir d'abord que toutes les armées d'Europe ont cette capacité. Et en plus de ça, l'armée a dans chaque régiment, pratiquement, des spécialistes. Moi, j'étais à l'état-major, par exemple, le commandement au 3e corps d'armée. Là-bas, on nous avait formés pour protéger l'état-major contre les virus, les trucs comme ça. Donc, il y en a partout. Nous avons la capacité en France, donc, et l'entraînement nécessaire et les équipements. Ils se sont vraiment modernisés. Les équipements se sont modernisés depuis un siècle. D'accord. C'est une fierté de voir que vous êtes congolais et en plus vous avez cette compétence d'avoir encadré, formé des personnes dans un domaine de l'armée qui est assez poussé et très, je vais pas dire élitiste, certainement oui, parce que le domaine du nucléaire bactériologique c'est quand même assez élitiste, si je me trompe pas dans l'armée. Donc en tout cas félicitations générales pour tout ce travail que vous avez fait. Et du coup en
fait, donc pour une deuxième question, est-ce qu'aujourd'hui la présence de l'armée française dans le cadre de cette crise, est-ce qu'elle vient, elle vient pour apporter ses compétences auprès des ministères de l'Intérieur ou de la Santé en mettant à disposition ces moyens technologiques, humains, tels que les hélicoptères, les unités de décontamination? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Écoutez, je pense, si j'ai bien compris votre question, je pense qu'aujourd'hui, l'armée française a décidé d'accompagner dans certains domaines, de mettre à disposition les services de santé des armées. Il faut savoir que les hôpitaux militaires français existent depuis la Seconde Guerre mondiale et se sont vraiment bien installés. Et on a les meilleurs appareils, les meilleurs lits et les meilleures technologies de médecine dans les hôpitaux militaires français. J'entraînais les Français à Bitchkamp, dans le nord de l'Allemagne, dans les années 90, et je ne me sentais pas bien. Je suis allé voir un militaire, et un militaire français, un colonel médecin. Il m'a regardé seulement. Il dit, mon cher ami, vous n'êtes pas malade. Mais comment ça? Je ne me sens pas bien. Je courais avec les hommes, j'avais le vertige. Il m'a dit, non, je sais, vous venez de l'Afrique centrale. Je vais vous envoyer dans un hôpital militaire. Et on m'a envoyé dans un hôpital militaire. On a pris mon sang, on a regardé. Et ils ont découvert que je suis typiquement adapté à ne pas courir en montagne. Parce que je suis de l'Afrique centrale. Oui, c'est des hôpitaux militaires, oui. Oui, les hôpitaux militaires sont très puissants. Il m'a dit que je ne suis pas malade, il me l'a prouvé. D'accord. Il a dit, oui, j'ai fait 20 ans à Brazzaville. J'étais colonel, médecin 20 ans à Brazzaville, colonel français. Donc je sais que tu n'es pas malade, c'est parce que ton hémoglobine a une anomalie typique aux gens de l'Afrique centrale. C'est l'armée qui a fait les études sur moi. Dit que je ne peux pas poser un avion. Je ne peux pas poser un avion. Parce que quand l'avion descend, moi je perds le contrôle. D'accord. Oui. Vous voyez, les hôpitaux militaires sont très poussés. Et je peux encore amener mon dossier militaire que j'ai volé avant de quitter l'armée. J'ai trouvé là-bas. Donc bref, les hôpitaux militaires sont très équipés et ils font des recherches très poussées dans l'optique de faire face à des menaces. Et voilà pourquoi aujourd'hui l'armée est la seule structure que la France préserve pour l'instant. On n'est pas en quarantaine, on est en confinement. D'accord. On nous empêche de sortir. Voilà, on n'est pas malade, on nous empêche parce que je pense que les militaires, en tout cas nous sommes en guerre, comme l'a dit le président de la République, nous sommes en guerre, les militaires, en tout cas les stratèges français ont compris que nous ne pouvons pas rentrer tous en contact avec le virus en moins d'un mois. Si cela arrive, ben, ce n'est pas la médecine qui va nous sauver. Voilà, parce que nous serons incapables de recevoir tous les malades. Alors on essaye de nous confiner pour éviter que nous puissions rentrer en contact avec le virus. Nous allons rentrer en contact avec le virus. Si 80% de la population mondiale rentre en contact avec le virus, donc nous allons être immunisés contre ce virus. D'accord. C'est ça le but. Ouais, donc nous allons quand même rentrer en contact, soit par les vaccins, ou d'une manière occasionnelle, on s'est guéri, comme beaucoup de gens se sont guéris, ou bien nous tombons malades et on est guéri. Je ne parle pas de la mort. Si 80% de la population est touchée par le virus l'année prochaine reviendra et trouvera porte close. Tout le monde sera immunisé pratiquement. D'accord. Donc, les gens savent que les autorités sanitaires mondiales ont su, comme l'OMS, que nous allons quand même rencontrer le virus. Mais on ne peut pas les rencontrer tous en même temps, parce que les services socio-sanitaires, comme en France, sont débordés. Oui. Ils ne pourront pas nous accueillir. Voilà pourquoi les services de santé des armées a mis à disposition les hôpitaux de campagne, parce que l'armée va en guerre, a la capacité d'installer son poste de commandement en moins de 30 minutes. Et ils peuvent aussi installer des hôpitaux de campagne à quelques kilomètres du front. Donc ils ont cette capacité-là. Aujourd'hui, l'armée française va seulement transporter les malades pour faire la péréquation des surcharges hospitalières, c'est-à-dire il y a des hôpitaux qui sont surchargés, et les militaires sont les seuls, plus que les policiers, capables de transporter des malades sans se contaminer. Parce qu'ils le font depuis un siècle. D'accord. Cette formation, voilà. Donc l'armée française va aider à dispatcher les malades pour équilibrer les hôpitaux. D'accord. Donc, ils savent se protéger, voilà.
Alors vous, et donc nous on a vraiment la confirmation, vous en tant que spécialiste de la gestion du nucléaire en tant que, enfin des virus bactériologiques, armes nucléaires et chimiques, que en fait là on n'a pas à paniquer. Les militaires, la présence des militaires, c'est pour venir seconder les médecins, le corps médical, et ne pas se dire qu'on va nous forcer à rester en quarantaine. Il n'y a pas de quarantaine, donc on est en confinement, et vous avez bien fait la différence entre le confinement et la quarantaine. La quarantaine, c'est lorsque on est vraiment malade, alors que le confinement, c'est plutôt une mesure préventive, si je comprends bien. Oui, je vais préciser deux choses. Il faut savoir que quand vous gérez une armée, comme la France, par exemple, à une armée, vous ne pouvez pas engager toutes vos forces à la première bataille. Parce qu'après, vous ne pourrez rien faire. Donc, la France fait intervenir son armée, mais économise ses forces. C'est comme la course au sport. Quand vous courez, je savais qu'il me reste 3 kilomètres, j'essaie d'économiser mes forces pour terminer la course. Le but, ce n'est pas de s'arrêter, mais c'est de terminer la course. Même si je suis le dernier, il faut que j'arrive à la fin. Donc, la France sait comment gérer les capacités de l'armée en termes d'effectifs. La France a 2500 militaires, médecins militaires, sur les 250 000 qui existent en France. Donc, ils savent comment gérer leurs forces au sein de l'armée française pour que nous ne puissions pas d'un seul coup envoyer les militaires. Et les militaires ne peuvent vraiment intervenir efficacement que si nous dépassons la phase 3, si par exemple on arrive à la phase 4 et qu'il est impossible de protéger la population, dans ces cas-là, on risque de passer du confinement à la quarantaine. Et là, peut-être, on aura besoin de la force publique, parce que le rôle des médecins, c'est pas de retenir des malades à l'hôpital. C'est pas leur rôle. Donc, ça, c'est la force publique, l'État qui peut le faire. Mais pour l'instant, nous sommes confinés. Nous ne sommes pas en quarantaine. Donc, voilà un peu. Mais la France a beaucoup plus d'expertise dans l'armée que dans la police contre le virus. D'ailleurs, le confinement ne met pas vraiment les policiers en contact avec les malades. Les policiers, vous disent où vous allez où? Ils sont un peu à l'écart, ils ne comprennent pas tout le temps. Et vous n'êtes pas malade quand vous allez vers les policiers. Mais quand il y a les militaires, c'est que les gens sont vraiment malades. Parce qu'eux, ils sont équipés et ils savent se protéger. Il y a des militaires qui sont malades, ça je vous dis. Ça, je peux vous dire, ils sont malades. Alors du coup, je souhaitais avoir votre avis en tant que, comme on a dit, par rapport à votre parcours professionnel, comme vous êtes diplômé en NBC, donc pour les menaces contre tout ce qui est les armes nucléaires, bactériologiques et chimiques, avoir votre point de vue par rapport à ce qu'on a pu voir en République démocratique du Congo, donc dans notre pays, la façon dont cette crise sanitaire, cette épidémie, cette pandémie est gérée. On a vu qu'il y avait des militaires qui venaient sur certains cas, parce que tout à l'heure, avant de faire l'émission, je suis quand même allée sur le site qui informe sur les dernières données en matière de pays contaminés. Les sources sont, c'est l'université Johnson Hopkins, qui est le Center for System Science and Engineering, et donc aujourd'hui, on a quand même relevé 4 cas de contamination contre 3 hier, parce que j'avais fait une émission avec un médecin urgentiste congolais. Donc on a quand même un cas supplémentaire qui s'est rajouté. Alors du coup, Général Mokesi Louboué, je souhaitais savoir votre avis par rapport à l'équipement que vous voyez de vos confrères en République démocratique du Congo. Est-ce que vous trouvez qu'ils sont correctement équipés? Comment ils gèrent? Votre avis sur la gestion de cette crise? Oui, écoutez, je vais d'abord faire une observation générale. Dans mon parcours, j'ai eu l'occasion donc de beaucoup voyager en Afrique et de rencontrer des collègues militaires et qui étaient dans des postes de chefs d'état-major ou de ministres de la Défense. Par rapport à mon parcours professionnel civil, j'ai eu donc l'occasion et je remarquais il y a 20 ans, l'incapacité donc des armées africaines à imaginer une guerre bactériologique. Alors moi, j'ai mangé avec des chefs d'état-major à qui j'ai dit non, écoutez, votre armée n'a pas des protections ou des dispositifs, des réactions contre l'attaque chimique et bactériologique. Il me disait que non, mais c'est moqué ici, la menace purement terrestre.
L'ennemi ne viendra que par la voie terrestre. Donc on n'imagine jamais, parce que ça demande beaucoup de technologie pour manipuler les bactéries. Effectivement, ils n'ont jamais voulu entraîner les hommes dans la police, l'armée là-bas en Afrique, pour se préparer contre une attaque massive des virus. Voilà, parce que l'ennemi peut avoir l'intention et la capacité de nuire. Voilà, à travers les bactéries. Donc je remarque que chez nous, c'est vrai, nous avons la capacité pour Ebola depuis des années. Nous avons la capacité médicale. Mais Ebola s'est propagé souvent dans les zones non urbaines. D'accord, dans les forêts et tout ça là. Donc la densité de population est très faible là-bas. Et les quarantaines étaient très simples. C'est très simple. Donc voilà. Donc c'est pourquoi moi j'ai dit que la manière dont la police, par exemple, congolaise, prétend aller confiner des potentiels malades, a surpris le monde. Il va là-bas à main nue, avec des armes. On n'a pas besoin même d'être armé pour confiner des malades. Il faut qu'il soit d'abord lui-même protégé, les policiers. Bon, maintenant on a dit qu'il y a 4 cas. 4 cas là-bas, selon les renseignements que nous avons eus, ce sont uniquement les autorités qui sont tombées malades. Voilà pourquoi on ne sait pas où sont ces 4 malades à Kinshasa. On sait qu'il y a eu la ministre de l'économie, avec son directeur des cabinets qui l'avait contaminé, et puis où nous avons des soupçons qu'au sein de l'État, au sommet, il y a 2 ou 3 personnes comme ça qui ont été en contact avec tous ces gens-là. Je pense même qu'au sein de l'appareil du gouvernement, il y a eu beaucoup de contacts entre eux. Bon, il faut s'attendre au pire. Pour l'instant, à Kinshasa, la maladie ne se propage pas. Elle a été importée. Elle est venue de l'extérieur avec les voyages des autorités. Donc voilà. Alors sur la question, parce que du coup pour un petit peu plus approfondir, parce que comme vous avez dit, le personnel est sous-équipé, ça veut dire que si on a des personnes qui ont contracté le virus, du coup le fait pour elles peut-être de rentrer dans leur famille, ça peut que accélérer la propagation, sachant que même au niveau sanitaire, on voit que les recommandations c'est quand même de se laver les mains, de faire l'accès à l'eau est compliqué dans certains coins de la République démocratique du Congo, même à Kinshasa. Donc au final, on voit quand même que ça va être très compliqué pour gérer cette crise, puisque vous savez aussi qu'au niveau militaire, il y a quand même des combinaisons à mettre en place. Voilà, ça c'est d'avoir un petit peu plus votre point de vue en tant que spécialiste en matière d'armes chimiques, bactériologiques. Qu'est-ce que vous pouvez vraiment nous dire un peu plus là-dessus? Oui, écoutez, bon, Kinshasa fait des millions d'habitants. Bon, maintenant, on ne peut pas se contenter de laver les mains. On sait que le virus aussi se propage par les regroupements et tout ça. Les autorités ont demandé aux enfants de rester à la maison. Mais apparemment, il n'y a pas de confinement en tant que tel. Il n'y a pas de confinement. Les gens vont quand même au travail. Et parce que notre système d'économie ne permet pas de confiner les gens, de les empêcher d'aller au travail. Il n'y a pas de caisse sociale pour gérer les grandes crises dans un pays où nous avons toutes les ressources minières et nous produisons rien que pour les mines 150 milliards de dollars, rien que pour quelques mines. Vous voyez, les PIB des affaires minières est très important. Nous n'avons pas la capacité de transformer cela dans les caisses de sécurité sociale ou pour indemniser les entreprises, tout cela. Bon, je pense que nous sommes en train de faire du mimétisme maintenant. Nous répétons ce que Macron a dit, ce que les Français ont fait ou les Italiens là-bas au Congo. Mais on n'a pas les moyens et puis le virus n'est pas vraiment destiné aux pays comme nous. Donc voilà, on pense que d'ici avril, mai, le virus aura fini de traverser l'Europe et tout ça là. Et ça va terminer. D'accord. Donc voilà, je pense qu'au Congo, on n'a pas les moyens sociaux pour confiner les gens. On n'en a pas. Donc c'est Dieu qui nous protège parce que tous ces gens-là rentrent à la maison. Je n'ai pas entendu parler des quarantaines. Le chef d'État a prévu un endroit où on pourra mettre les malades. Bon, maintenant, je ne sais pas où sont les premiers malades. Vous avez vu ça à la télé? Ils sont confinés où ça?
Oui, c'est ça le problème. C'est pour ça que on ne voit pas, on ne sait pas où ils sont confinés. On ne sait. Bon, ils parlent. On a pu voir que lorsque les gens descendent des avions, il y a une sorte d'endroit où ils doivent passer. On prend leur température. Ils se mettent à tel endroit pour vérifier si ils ont de la fièvre ou pas. Après, il y a des pseudo confinements volontaires à domicile. Voilà, donc avec une sorte de suivi, mais pas véritablement. On peut vraiment ne pas se référer on n'a pas d'éléments tangibles et réels pour être sûr que il y a un très bon suivi. Du coup, comme vous avez dit tout à l'heure, si on essaie un petit peu de comparer sur d'autres pays, c'est quand même un petit peu effrayant de voir que c'est pas pris au sérieux cette question, et au niveau surtout de l'équipement des militaires ou même du personnel des forces publiques, hein, la police ou les médecins. Hier j'ai reçu un médecin, il disait que les personnes mettent un masque, elles sont en babouche. Donc le problème, c'est qu'il y a forcément des risques que ces personnes puissent emmener ça dans leur famille, et il suffit que, vous savez, au Congo, on vit les uns sur les autres, donc forcément en zone urbaine, ça peut éventuellement accélérer. On ne sait pas trop comment ça peut se passer. On va pas dramatiser, mais c'est juste de vérifier au niveau de l'équipement. Est-ce que c'est suffisant pour vous quand vous avez pu voir la façon dont les militaires gèrent cela? Moi, je voulais vraiment avoir cet avis de votre part. Oui, écoutez, je vais aussi parler des conditions environnementales. Donc, si nous regardons bien les conditions environnementales dans les pays traversés, nous partons vers le mois de mai, où c'est le printemps, je pense, la température sera un peu élevée. Oui. Et c'est cette période à peu près que nous pensons qu'en Europe, le virus sera maîtrisé. Mais malheureusement, nous allons vers le mois de juin, juillet, au Congo. Dans les pays africains, en Afrique centrale, nous allons rentrer dans la saison un peu plus fraîche. Et je ne veux pas qu'on puisse revenir ici, vous et moi ici, parler encore de ça. Parce que s'il va dire que les Européens, les Chinois ont fini de détenir le virus, et que nous, les Congolais, rentrons en juillet dans le froid ou dans la saison fraîche, et on n'a pas de virus. Ça fait 20 ans de voyage en Europe. Donc, c'est curieux les Européens de venir. Donc, il faut faire très attention. Si, dans le milieu urbain à Kinshasa, les policiers comme ça, là, qui vont soi-disant contenir des malades qu'on n'a pas encore vus, hein. Donc, le problème, c'est que les ministres de la Santé avaient fait sortir un malade problématique qui n'était pas malade, vous avez suivi. Oui. Et bizarrement, ce sont les autorités qui se déclarent malades. Ben, nous sommes incapables de vérifier ça. Quand un ministre dit qu'il est malade, comment vous pouvez vérifier? Donc on ne sait pas quel est le plan qu'ils ont fait pour que l'OMS renvoie les budgets là-bas. On ne sait pas. Mais ce sont les autorités qui se déclarent malades, c'est bizarre. D'accord, voilà. Très bien, très bien. En tout cas, Général Mokessi Lubwe, notre échange prend à sa fin. C'était vraiment très court, très condensé. Je demande à tous de partager, parce qu'on a quand même des personnes qui sont réunies, qui regardent cette rencontre, ce point de vue de votre part qui n'est surtout pas négligé, parce que vous avez quand même une spécialité qui est très recherchée dans le monde, à savoir connaître et maîtriser les larmes nucléaires et bactériologiques, chimiques, etc. Donc en tout cas, un grand merci de votre part d'être présent, d'avoir échangé avec nous. Donc je vous dis à très bientôt. Hein, si on a au besoin encore des informations, ou si les choses ne se règlent pas, on ne manquera surtout pas de venir vous solliciter. Hein. Parfait, merci beaucoup pour le public, prenez soin de vous, restez chez vous, surtout en Europe. Donc voilà, merci beaucoup. Merci Général, à très bientôt. Voilà donc Bandeko, vous avez pu entendre, c'est déjà une réelle chance pour nous d'avoir des compétences comme ça, des Congolais qui s'y connaissent dans des domaines aussi pointus que l'on peut, on a pu avoir comme exemple. Hier, j'étais avec un médecin urgentiste, avec également une infirmière libérale, Marie-Hélène Salima. Donc voilà, et sachez que pendant cette période de confinement, alors avant de dire cela, je voulais juste souligner une chose sur certaines images qui passent sur Internet, parce que j'ai pu aller prendre en source l'information sur Le Monde, et effectivement, il y a des vidéos qui circulent de
de convois militaires qui traversent Charenton le pont, et il s'avère que en fait le ministre des Armées, que je dise pas de bêtises, oui, le ministre des Armées a indiqué qu'il ne s'agissait que d'un mouvement normal des véhicules militaires. Donc attention que l'on ne tombe pas non plus dans une sorte de paranoïa. Et d'ailleurs, je cite ce que disait le ministère des Armées, que les camions vus à Charenton appartiennent à un mouvement logistique sans lien avec la crise du coronavirus, et que l'armée de terre, donc en France, continue à dérouler ses activités opérationnelles liées à la réalisation de ses missions prioritaires, ce qui inclut des déplacements limités. Donc voilà, ça c'est la citation du ministre des Armées que vous pouvez retrouver la source sur le journal Le Monde, leur site internet. Voilà, donc un grand merci au général Mokessi Lubwe pour son intervention. Alors sachez que pour celles et ceux qui sont en confinement, donc forcément en France, être confiné dans des situations où on peut se retrouver en violence avec un partenaire. Rappelez-vous que la Ligue internationale de défense des droits de la femme congolaise, dont je suis la présidente fondatrice, nous avons mis en place un service qui est inédit dans notre communauté et dans la communauté africaine, c'est-à-dire la ligne d'écoute des victimes congolaises. Donc surtout, n'hésitez pas à nous solliciter pour celles et ceux, enfin surtout celles qui peuvent être victimes de violences conjugales, autres violences ou quoi, ou si autour de vous, vous savez qu'il y a des personnes qui sont concernées. Donc n'hésitez pas à nous solliciter au plus 33 980 80 15 16. Donc je répète, plus 33 980 15 16. Sachez que l'appel est gratuite, et également nous avons une ligne, ça c'est spécialement uniquement pour la France, qui vous écoute et vous accompagne au niveau juridique pour les démarches juridiques. C'est une ligne de téléphone c'est une permanence juridique, et vous pouvez nous joindre au plus 33 184 80 87 78, je répète, plus 33 184 80 87 78. Voilà, donc vous voyez, on reste dans notre démarche, la LIDDFC, Ligue internationale de défense des droits de la femme congolaise, pour accompagner, sensibiliser la communauté congolaise à toutes les phases de des situations qu'on vit. Là, on est dans le coronavirus, on est là, prêt pour les Congolais, pour les soutenir. Alors, sachez que notre démarche, elle se fait dans un esprit de sororité, puisqu'on intervient beaucoup avec les femmes, mais également avec les hommes, donc dans la fraternité, on est en concurrence avec personne. Donc on remercie tous celles et ceux qui nous soutiennent, avec tous les messages de soutien qui nous sont transmis, et ceux malheureusement qui ne sont pas très d'accord sur notre démarche et qui font partie de notre communauté pour des raisons de jalousie ou quoi, ben excusez-nous, malheureusement, voilà, dépensez votre énergie sur autre chose et non dans la destruction. Voilà, c'était pour vous dire que apprenons à travailler ensemble pour le Congo et avec les gens qui aiment le Congo, c'est-à-dire parfois les gens qui sont non congolais. Voilà, donc j'espère que j'ai pu tout dire. N'hésitez pas à aller sur notre site www.L comme Ligue, I pour international, 2 D pour droit et défense, F de femme et C pour congolaise, .org, pour voir nos actions, soutenir aussi nos actions, soit en adhérant ou en faisant des dons, parce que vous verrez que on mène différentes actions, et suivre un petit peu notre actualité. Donc je remercie à tous et je vous souhaite un bon jour pour ceux qui sont dans le créneau horaire du matin, un bon appétit pour ceux qui passent à table, une bonne après-midi pour ceux qui sont dans le créneau de la journée, et une très bonne soirée pour ceux qui sont dans le créneau du soir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.